Hello, hello, bienvenue sur mon podcast Grasse Forever, le récit épique d'une grosse dans un monde un peu étriqué. Je m'appelle Samantha et je souhaite partager avec vous mon expérience de grosse et mes réflexions sur l'obésité. Au fil des épisodes, je vous parlerai de mes préoccupations de grosse, de femme, d'artiste, de créatrice. Je vous ferai part de mes coups de cœur, de mes colères, de mes rencontres, heureuses ou malheureuses, qui ont enrichi mon approche de la vie. Bref, de mes humeurs sur des sujets aussi variés que possible, mais toujours en résonance avec l'obésité. Hello, hello, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 9 de ce podcast. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter comment l'alimentation intuitive est entrée dans mon quotidien et comment j'essaye, grâce à cette approche thérapeutique, de modifier et de faire évoluer ma relation à mon corps et au surpoids. Alors mes souvenirs alimentaires les plus anciens sont souvent liés à des souvenirs de frustration, de privation, de colère, de sentiments d'injustice. Et du coup, ils ont comme effacé presque entièrement en fait mes goûts réels, mes sensations réelles, ce que je suis, ce que j'étais comme enfant et ce que j'aurais dû devenir comme adulte. Alors c'est assez intéressant de voir à quel point la restriction cognitive peut affecter profondément une personne, un enfant en particulier dans son intégrité naturelle et sa capacité à évaluer ses besoins en confiance de son corps en fait. Alors, il y a environ 2 ans, j'ai rencontré ma diététicienne et je l'ai choisie parce qu'elle a une formation du groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids que je connaissais un petit peu parce que j'avais été suivie quelques séances par une nutritionniste et ça m'avait beaucoup apporté. En fait, c'était la première fois que un thérapeute face à mes problèmes m'apporter des outils nouveaux qu'on ne m'avait jamais proposés. Alors là, dès le début de nos entretiens, elle m'a posé quelques questions et je lui ai raconté mon histoire et je lui ai dit que je ne voulais plus faire de régime parce que ça m'avait fait grossir, que ça ne marchait pas. Je lui ai dit que j'étais végétarienne, que j'évitais les laitages, le gluten, les produits transformés, les produits non bio, j'évitais la friture, les sucreries, les boissons, autres que l'eau, etc. Bref, quand j'ai eu fini, elle m'a dit, bon, bah, pour quelqu'un qui ne veut plus faire de régime, vous avez beaucoup d'interdits. Et elle m'a dit que donc elle allait m'aider à reconstruire, à déconstruire et reconstruire tout ça. Donc barrière après barrière, croyance après croyance, couche après couche, et ben c'est une tâche quotidienne parce que un rien me fait reculer d'un coup et il faut reprendre confiance parce que je doute, je lutte pour ne pas replonger dans les régimes, les règles, les listes d'interdits, les rééquilibrages alimentaires, etc. Son approche, elle est plutôt simple, elle est bienveillante, donc il n'y a pas de règles, il n'y a pas de liste, il n'y a pas de recette, c'est une approche qui va vers l'essentiel, c'est-à-dire l'humain, ses fonctions naturelles, vitales, physiologiques, émotionnelles, bien sûr. Et c'est vrai que cette gentillesse et cette bienveillance m'aident beaucoup dans ce parcours, même si quelquefois je la supplie de me donner un régime, une petite règle, un conseil, parce que par moments j'ai toutes ces peurs et ces angoisses de continuer à grossir, de ne pas y arriver, qui viennent, voilà, qui me harcèlent en fait. Et c'est vrai que accepter de lâcher prise sur mes pensées de tenter de maigrir à tout prix par les moyens qui m'ont été vendus comme étant les seuls moyens,
c'est difficile. C'est abandonner un conditionnement de pensée qu'on a, en tout cas que j'ai depuis l'enfance. Et c'est vrai que c'est assez compliqué. Du coup, l'alimentation intuitive, elle est entrée petit à petit dans ma vie. J'apprends chaque jour à accepter cette approche. J'ai découvert le terme d'alimentation intuitive sur Instagram il y a quelques semaines. Et en fait, en discutant avec ma diététicienne, elle m'a effectivement confirmé que c'était ce qu'elle pratiquait. Mais voilà, on n'en avait pas parlé d'une manière estampillée, labellisée, etc. Elle ne m'a jamais donné la liste des 10 règles de l'alimentation intuitive, etc. On a vraiment travaillé plus à l'instinct, je dirais, que sur un modèle préétabli, voilà. Et ça, j'apprécie énormément. Alors, avec l'alimentation intuitive, eh ben, il faut d'abord faire le deuil des régimes et de toutes les méthodes de contrôle qu'on a connues jusque-là. Et même si ça devrait être totalement évident parce qu'on le sait, on en a la preuve que ça ne marche pas, ça devrait être simple, mais comme on croit que c'est de notre faute, et ben en fait on remet en cause notre volonté et jamais le régime ou la méthode elle-même. Alors moi, en gros, les régimes m'ont appris à manger sans faim, compulsivement, trop ou pas assez. Ils m'ont appris à ignorer mes sensations. Ils ont déséquilibré mon métabolisme en me faisant perdre beaucoup de poids, puis reprendre beaucoup de poids. Ils m'ont rendue obsédée par la nourriture, coupable, honteuse de manger, quelquefois dépressive. Ils m'ont fait perdre ma confiance en mon corps, en mon cerveau, en ma capacité de prendre soin de moi naturellement et toute seule, et ils m'ont fait croire que prendre soin de soi, c'est forcément être mince, que être en bonne santé, c'est forcément être mince, et que réussir, c'est aussi forcément être mince. Alors, je vais donc vous parler un petit peu de l'alimentation intuitive. Moi, j'ai découvert ça, j'ai découvert le terme, le mot alimentation intuitive très récemment sur Instagram, et je ne savais pas que c'était un concept déposé, enfin que c'était une méthode officielle. Alors en fait, ça a été mis au point par deux nutritionnistes, deux médecins américaines qui s'appellent Evelyn Tribble et Elise Reich. Et c'est une méthode qui a été mise au point en 1995, donc il y a quand même plutôt longtemps, mais qui a été popularisé, on va dire, beaucoup plus récemment en France, et qui, en fait, le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids s'y est intéressé depuis quelques années. Je vous conseille d'aller prendre les informations que vous souhaitez obtenir vraiment à la source originale de ces livres, parce que lorsque je suis allée faire des recherches sur Google, je me suis rendu compte qu'en fait, énormément de praticiens avaient récupéré en fait ces 10 étapes clés de l'alimentation intuitive pour les adapter à leurs propres propositions de rééquilibrage alimentaire, de régime, de coaching divers et variés. Et voilà, donc moi je trouve qu'il faut un peu se méfier de ça, parce que la récupération peut vraiment créer la confusion, surtout dans ce domaine-là. Il faut faire attention. Alors voici les 10 clés que propose l'alimentation intuitive pour nous aider à modifier notre approche alimentaire.
Alors, la clé numéro un, c'est le rejet des régimes et de toutes les règles restrictives autour de l'alimentation. L'idée, c'est de fuir en fait toutes les offres qui donnent un faux espoir de perte de poids rapide, facile et permanente. La clé numéro 2, c'est honorer votre faim, c'est-à-dire se nourrir en fonction de ses besoins, de sa faim et sortir des listes alimentaires de bons ou de mauvais aliments. La règle numéro 3, c'est de faire la paix avec la nourriture et de s'autoriser à nouveau à manger de tout. Donc on bannit en fait toutes les listes et les restrictions qu'on a pu avoir depuis des années. La clé numéro 4, c'est cette police intérieure qu'on a et qui nous fait culpabiliser et qui nous fait classer ce qu'on mange dans des listes de bonnes choses ou de mauvaises choses et donc qui finalement nous fait manger en excès ces deux catégories d'aliments, les bons et les mauvais. Donc on se débarrasse de cette culpabilité et de cette voix, on baisse cette voix intérieure qui nous harcèle à longueur de journée. La clé numéro 5, c'est celle qui va vous aider à respecter votre satiété en ne dépassant pas les limites au-delà desquelles vous vous sentiriez inconfortable, malade, mal au cœur, trop plein, voilà. C'est le juste équilibre entre le trop peu et le trop. La clé numéro 6, c'est celle qui vous permet de retrouver des facteurs de satisfaction en mangeant, le plaisir de déguster, de prendre son temps, de profiter de ce qu'on a dans son assiette, de se connecter avec ce qu'on mange en fait. La clé numéro 7, c'est arriver à vivre ses émotions sans forcément utiliser la nourriture comme réconfort et c'est apprendre à mettre en place d'autres sources de réconfort. La clé numéro 8, c'est respecter son corps et s'accepter tel qu'on est, apprendre à s'aimer et accepter que notre valeur n'est pas dictée par la couleur de notre peau, la couleur de nos cheveux, notre tour de taille, notre poids ou ce genre d'appréciation qui vient directement de la diète culture. La clé numéro 9, c'est celle qui concerne l'activité physique et le fait de prendre du plaisir à bouger pour se sentir mieux dans sa peau, pour un confort général et non pas une activité qui serait focalisée sur la perte de poids, brûler des calories, etc. Mais vraiment sur le bien-être que le sport peut procurer quand on le pratique en correspondance avec nos besoins. La dernière clé, c'est la clé numéro 10 qui nous demande d'honorer notre santé. Être anti-régime ne veut pas forcément dire anti-santé et donc prendre soin de soi et de sa santé de façon globale, faire confiance à son intuition, manger des aliments qui nous font du bien en termes de goût et aussi au niveau de notre santé, mais sans être dans l'obsession de l'aliment médicament, l'aliment santé, etc. Voilà pour les fondations de cette approche. Bon, après, moi, je vous conseille de consulter une praticienne qui est formée à l'alimentation intuitive pour vous aider parce que même si lire et intégrer toutes ces phrases, ces clés en étant tout seul ou toute seule, ça va forcément vous ouvrir de nouvelles perspectives. Bon, les outils, les exercices et la pratique de tout ça me semble
quand même difficile toute seule. Bon, après, c'est peut-être juste mon ressenti à moi, parce que je me verrais mal et continuer d'avancer sur cette voie toute seule. J'avoue que même si maintenant je suis à peu près une séance par mois, et ben ça me remet un petit peu sur les rails, parce que quand on a été conditionné pendant des années à s'alimenter soit en contrôle total, soit en lâchage et en compulsion, ben on a toujours des risques de replonger comme des drogués, quoi. Moi, ce que j'ai pu constater depuis 2 ans, c'est que je n'ai quasiment plus de compulsion. Alors j'ai des petits emballements de temps en temps, mais comme je les vis avec une certaine sérénité, ben, l'accueil que je fais à ces troubles me permet finalement de diminuer drastiquement les crises, voire de les reporter à plus tard. En fait, les exercices que j'ai appris avec l'alimentation intuitive bah, vont par exemple me faire remarquer que je suis sur le point d'avoir un TCA, un trouble de comportement alimentaire, et du coup d'observer le déroulement sans peur ou sans culpabilité. Je me dis ok, c'est en train d'arriver. Je l'accueille en prenant le temps de me demander ce qui se passe, ce que je vais manger, de choisir l'aliment ou les aliments, le mettre dans une assiette, de le préparer en fait, de m'asseoir, de respirer, de me mettre dans une condition optimale en fait pour manger. Et du coup, bah déjà, ça réduit énormément le stress et le besoin de faire la crise diminue ou même s'arrête totalement. Un autre exemple, le matin, quand je vais dans ma cuisine, je me demande si j'ai envie de déjeuner. Maintenant, j'évalue ma faim et je me demande tout simplement si je pourrais décaler ou même sauter mon petit-déj. Et ça, c'est énorme pour moi parce que j'adore le petit-déj, et pour moi, ça a toujours été, quels que soient les régimes, les restrictions que j'ai eues, j'ai toujours essayé de sauver mon petit déjeuner avec mon thé ou mon café, mes tartines de pain grillé avec un peu de beurre et un peu de confiture. Euh, voilà, donc ça, c'est quelque chose qui vient des exercices que j'ai fait en alimentation intuitive, où on nous apprend en fait à dialoguer et à se connecter vraiment avec nos sensations, et non pas tiens, c'est le matin, c'est l'heure du petit déjeuner, donc je me pose même pas la question de savoir si j'ai faim ou pas. Je déjeune, ou pareil pour le midi, ben, si j'ai faim, je me prépare quelque chose, mais sinon j'attends, et ça m'est égal de manger à 14 heures, à 15 heures, à 16 heures, à 18 heures. En fait, ça n'a plus d'importance. L'importance, c'est justement que je respecte le rythme de mon corps. Alors, comme beaucoup de personnes qui ont des TCA, mes crises ont presque toujours lieu le soir. Alors avant, c'était très angoissant d'y penser, soit dans la journée, j'anticipais un petit peu cette peur d'avoir une crise, soit le lendemain parce que j'en avais eu une la veille et que je culpabilisais beaucoup de cette crise. Et donc maintenant, depuis que j'ai commencé à faire tous ces exercices, j'ai une observation qui est totalement différente de ces crises. En fait, je m'autorise à 100% à avoir des TCA, et donc je n'en ai plus peur, et mon stress diminuant, les crises sont très très espacées, voire quelquefois pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, inexistantes. Mon trouble du comportement habituel, c'est avant d'aller me coucher, de me faire un grand bol de ricoré avec du pain beurré et de la confiture, un genre de méga petit-déj, quoi. Et alors, quand j'en ai parlé à ma diète il y a 2 ans,
La première chose qu'elle a faite, c'est de dédramatiser et de dédiaboliser ces aliments-là. Elle m'a dit, bon bah voilà, c'est du pain, du beurre, de la confiture, ce sont des bons aliments. Donc si ça vous fait du bien, et ben c'est génial. Donc en fait, ce qu'elle m'a proposé, c'est bah, justement d'accepter ces moments le soir avant d'aller me coucher où j'ai besoin de boire cette ricorée avec mes tartines beurrées. Et de ne plus voir ça comme un moment de craquage, un moment négatif, mais au contraire comme un moment de réconfort, de plaisir, de voilà. Et ben effectivement, ça a complètement changé en fait ce moment-là. Alors déjà, presque tout de suite, j'en ai plus besoin tous les jours. Et même, enfin, la diminution du besoin de me faire cette ricorée, elle a diminué tellement drastiquement que c'était vraiment très, très étonnant. Donc ça m'arrive encore d'avoir envie de ce moment-là de réconfort. Et donc je le fais. Alors bon, je sais pas, ça doit m'arriver une fois tous les 15 jours, des fois une fois par semaine, des fois plus pendant un mois. Mais je n'ai plus, ben justement, je compte plus, je cherche plus à savoir trop de choses là-dessus. En fait, ça, je l'ai d'une certaine manière un peu banalisé, alors que c'était diabolisé dans mon quotidien. Et j'ai retiré cette diabolisation. Et du coup, l'intérêt a vraiment fortement diminué. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dans l'alimentation intuitive qui est très étonnante à observer quand on le vit. Dans les changements, il y a aussi les courses et les choix que je fais aujourd'hui. Alors avant, j'avais peur de faire les courses et d'acheter n'importe quoi. J'anticipais en suivant des conseils lus dans les magazines comme il faut manger avant d'aller faire des courses pour ne pas acheter de cochonneries, il faut éviter de passer dans certains rayons pour ne pas être tenté, etc. Bon, maintenant, je fais des courses sans réfléchir à tout ça. Et ce que je me demande à moi-même, c'est qu'as-tu envie de manger, qu'as-tu envie de cuisiner? Et du coup, j'achète beaucoup moins de choses qu'avant. Je me sens plus obligée de remplir mes placards de trucs que je n'aime pas, mais qui sont bons pour maigrir. Et je choisis essentiellement des choses que j'aime et que j'ai envie de consommer. Voilà, alors ce que j'aimerais aussi rajouter, c'est que quand même, la majorité des nutritionnistes, médecins, diététiciens n'ont aucune autre formation que la vieille école, qui leur a appris que si on veut maigrir, il faut faire du sport, manger moins, en respectant des tonnes de règles de liste selon qu'ils ou elles ont été formés à différentes tendances, les produits allégés, les régimes basse calories, les régimes dissociés, toutes sortes de rééquilibrage alimentaire. La grande majorité pense qu'il n'y a pas d'autre voie que celle du contrôle et de la restriction, couplée du sport. Et en fait, ce que je trouve très surprenant, c'est que il y a des études très sérieuses qui montrent que seulement 3 à 7% de ceux qui maigrissent avec un régime maintiennent un poids stable à long terme et même à moyen terme, et les autres reprennent tout et voire plus, et que bah, la moyenne de résistance à une restriction, à un régime, elle est de 2 mois, au-delà duquel quasiment personne ne résiste au craquage, et bah, évidemment en entraînant beaucoup de culpabilité, de reprise, donc la reprise de poids, de la déprime, une dépréciation de soi.
il y a une espèce de refus de voir que ça ne marche pas. J'ai entendu des médecins dire qu'en tant que soignant, ils ne pouvaient pas ne pas parler à un patient obèse de son obésité, même si ce patient consultait pour toute autre chose, parce que il y aurait comme un manquement à son devoir de médecin, de soignant. Alors c'est effectivement une question intéressante. Est-ce qu'il est plus éthique pour un médecin de dire à un patient surpoids, vous devriez faire un régime pour perdre du poids parce que le surpoids entraîne des pathologies graves, en sachant que ce même patient a déjà fait des tas de régimes qui ne l'ont pas fait maigrir de manière permanente et même l'ont fait grossir, ou alors proposer à ce même patient de se rapprocher d'un praticien, qui soit diététicien, nutritionniste, etc., qui propose des thérapies comportementales non associées à des restrictions ou des régimes. En fait, dès qu'on évoque d'autres pistes que la restriction et le contrôle, on serait des fous, on prendrait l'obésité, la mauvaise santé, le développement de pathologies graves comme le diabète, l'hypertension, etc. Mais c'est en fait tout l'inverse parce que les obèses voudraient bien être moins gros. Ils ont même tenté tous les régimes possibles et ça n'a pas marché. Alors s'il y avait un espoir qu'une autre approche réduise leur prise de poids, la diminue et les rende enfin fiers d'eux et heureux, eh ben pourquoi est-ce qu'on leur refuserait cette chance? Voilà. Moi, j'aimerais beaucoup que ce podcast soit écouté par des professionnels de la santé et qu'ils entendent qu'il est temps de remettre en question ce qu'ils croyaient de bonne foi, j'en conviens, être juste et bénéfique pour améliorer les problèmes liés au surpoids. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a comme un mur de verre entre les patients et les praticiens et que le son ne passe que dans un sens. Alors voilà, ils sont sourds, pourtant les chiffres sur l'obésité sont alarmants, et donc si les méthodes utilisées marchaient, les chiffres devraient être en baisse. Voilà, ce sont des questions qui sont très importantes, je pense. Et j'espère qu'il y aura très bientôt des évolutions et de plus en plus de praticiens qui aident vraiment les gens en surpoids. Voilà, j'espère que cet épisode vous a intéressé et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous m'écoutez et je vous dis à très bientôt.